et du patient, et intersubjectif, c'est-à-dire qui sont dans la relation. Qu'est-ce qui est commun dans cette relation? C'est la maladie. Donc la maladie, la position du médecin vis-à-vis de cette maladie, elle n'est pas étrangère, ce n'est pas un connaisseur, et c'est tout. C'est quelqu'un qui a un savoir médical, oui, il connaît. Par contre, il y a un élément qui est lié à sa personnalité, c'est-à-dire qu'il est profondément, disons, touché inconsciemment, bien sûr, par cette maladie. Donc, la maladie, elle représente quoi? Elle a une relation avec la mort. Pourquoi? Parce qu'il y a une proximité qui existe entre la maladie et la mort, c'est-à-dire le malade peut mourir. Donc, l'objet commun entre le malade et le médecin, c'est la maladie et donc la mort. Ceci dit, cela implique qu'il y a des éléments de l'ordre de l'angoisse, des angoisses archaïques, d'angoisse de mort, etc. Et des éléments qui sont liés à, disons, au vécu et à tout ce qui est angoisse archaïque, qui sont, c'est-à-dire inhérents à la constitution de cette personnalité. Chacun de nous, comme on a vu dans le cours précédent, la personnalité, elle se constitue à partir de facteurs. Donc, il y a l'élément tempérament, c'est tout ce qui est inné, et il y a le caractère, c'est tout ce qui est acquis à travers les expériences, l'éducation, etc., le développement de la personne. Donc, chacun de nous, il est porteur d'une histoire et il est porteur de quelque chose qui lui est propre. Donc, un rapport au corps, un rapport à la maladie, un rapport à la mort, etc., etc. Beaucoup d'éléments. Et donc, le médecin, quand il est confronté à la mort, ou bien à la maladie du patient, il n'est pas indifférent. Même si en apparence, vous voyez des médecins qui sont en train d'agir et qui sont en train d'activer, qui sont en train de techniquer, donc c'est le mot qui est utilisé actuellement, ce n'est qu'une façade, ce n'est qu'un élément de façade. Par contre, au-delà de cette façade, il y a des mouvements psychiques qui sont différents d'un médecin à un autre et qui sont liés à sa composante psychique la plus profonde. Il y a aussi un élément qui est lié à cette rencontre avec la maladie et cette angoisse de mort, qui se manifeste parfois par la peur, par exemple, du médecin quand il étudie une maladie, sa peur de contracter cette maladie-là. Donc, par identification. Donc, c'est aussi un jeu psychique. Donc, ça, c'est une conception de Valabriga et Valou, donc qui sont des psychanalystes qui ont beaucoup développé la médecine à travers, disons, la passerelle qu'ils ont trouvée entre la psychanalyse et la médecine. Disons que la médecine ne peut, disons, elle ne peut se pratiquer sans l'aide et sans l'apport de la psychanalyse. Pourquoi? Puisque l'être humain il est constitué d'un corps et d'une psyché, donc d'un psychisme, qui ne peuvent être dissociés. Donc nous ne pouvons traiter la maladie, ou bien nous ne pouvons traiter ce corps sans avoir recours à cette dimension psychologique. Et donc ils ont développé tout ce qui est en rapport avec la relation médecin-malade. Donc, ce soin-là, le soin qui est apporté au patient, il se passe dans une relation. Donc, il se passe dans une relation où il y a de l'émotion, il y a de la parole, et il y a des jeux, un mouvement psychique. Un mouvement psychique qui est lié à la personnalité de chacun. Donc, aucun médecin n'est pareil à un autre face à la maladie du patient ou dans l'exercice de son activité et de sa profession. Donc, par contre, ce qui se passe dans la réalité, c'est que vu le rythme quotidien qui est lié à la demande ou aux nombreuses demandes de soins quotidiens, donc que fait ce professionnel? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va être pris dans le rythme quotidien et donc il va plus privilégier le côté technique, donc de ce soin-là, au détriment du côté relationnel avec le patient. Ce qui est dommage et dommageable pour les deux.
Donc, quand on dit, par exemple, qu'il va privilégier le côté technique au côté relationnel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe entre les deux. Sauf qu'il y a des mécanismes que ce soignant-là va utiliser pour faire face à cette émergence pulsionnelle, enfin cette émergence émotionnelle face au patient qui va lui rappeler la maladie, il va lui rappeler la mort, etc. Donc, les mécanismes, on va les voir plus bas. Donc, cette relation, elle est caractérisée par l'inégalité. Donc, le soignant, il a un savoir, et le patient, il est en souffrance et il va vers le connaisseur, donc ce médecin qui fait tout et donc qui est censé le guérir le guérir de cette maladie. Donc, dans cette relation asymétrique, il y a des représentations. Donc, le patient, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il y a un réel pouvoir chez ce soignant. Même le soignant, il voit ce réel pouvoir. Parce qu'il a fait sa formation et il connaît, il sait. Il connaît tout ce qui est en rapport avec le corps et aux maladies, pathologies, etc. Et même le patient, quand il va vers ce médecin-là, il va se représenter, il a l'idée dans la tête que c'est quelqu'un qui a un pouvoir de soigner sa maladie. Donc, le soignant, qu'est-ce qu'il va faire? Il est pris, nous avons dit, dans ce jeu ou ce rythme quotidien. Il va essayer de se positionner entre ses aspirations. Donc, chaque être humain, il a des aspirations, il a des désirs, des angoisses et des conflits. Mais il y a aussi la réalité qui va le confronter au malade, à sa fragilité et à la maladie, qui va lui rappeler des choses. Il aime tirailler entre plusieurs forces. Donc, la relation soignant-soigné, donc il y a plusieurs sentiments qui vont émerger et qui, comme j'avais dit plus haut, ils sont liés à la personnalité du soignant. La blouse blanche, nous savons que dans toute culture, dans toute société, la blouse blanche, elle est porteuse de... c'est une marque, ça démarque disons, le professionnel et ça lui donne un certain statut dans la société. Et donc, ça va le valoriser, donc ça va aiguiser chez le soignant ce sentiment de supériorité, ou bien il va être envahi par un sentiment d'impuissance, notamment face aux pathologies incurables et mortelles, ou bien il va avoir le sentiment de responsabilité, donc quand il se sent, quand il a de la sympathie vis-à-vis du patient, quand il s'inquiète pour lui, quand il s'attache à son patient, quand il est en colère ou triste, c'est parce qu'il se sent responsable de son patient, ou bien il aura un sentiment de découragement, de fatigue chronique, de désintérêt. Pourquoi? Parce que certains patients lui le mettent dans une situation où font émerger chez lui une certaine émotion. Et donc ces émotions-là qui vont un petit peu le bouleverser, vont le décourager. La surcharge de travail peut aussi donner ce sentiment de découragement, mais aussi l'absence de gratification, donc l'absence de retour. Donc chacun de nous, quand il fait un travail, il s'attend qu'il y ait une gratification et un retour, lui donnant ce sentiment qu'il est important et qu'il est utile. Quand ce sentiment de gratification ne vient pas et à côté, il y a une surcharge de travail et que ce soignant-là se donne à fond, il peut par la suite résulter un sentiment de découragement et de désintérêt important. Et c'est connu que les soignants sont plus sujets à tout ce qui est burn-out et stress. Donc le sentiment de satisfaction, donc c'est aussi un sentiment positif, donc qui peut provenir des gratifications. Quand il y a un succès thérapeutique, quand il y a un bon contact, un bon relationnel avec le patient et sa famille, quand il y a une bonne ambiance dans l'équipe dans laquelle travaille le médecin, quand il y a une reconnaissance, etc. Et quand le soignant a le sentiment qu'il est en train d'améliorer ses compétences professionnelles. Donc, Masbeuf et Manoukian, ils ont répertorié donc les 5 sentiments essentiels qui peuvent habiter le soignant dans l'exercice de son activité. Donc, le patient, comment il voit ce soignant?
Donc, donc, nous avons parlé de représentation dans les anciens cours. La représentation, donc l'idée qu'on a, donc c'est la pensée que nous avons. Il y a plusieurs facteurs qui agissent sur la représentation. Donc, le patient va avoir, disons, une image, soit maternelle protectrice ou bien paternelle autoritaire du soignant. Donc, il va le voir soit comme étant une mère qui protège, soit en étant un père qui est autoritaire selon la nature de la relation qui s'est instaurée avec ce soignant-là. Mais dans tous les cas, l'image, elle est idéalisée. Elle est idéalisée dans le cas d'un transfert positif ou inversement. Donc, le soignant, il est critiqué, il y a de l'agressivité à son égard quand il y a un transfert négatif. Donc, c'est quoi ce transfert? Le transfert, c'est ce qui se passe dans la relation. Donc, initialement, il a été, disons, étudié en psychanalyse pour parler de la cure, de la relation thérapeutique, de la psychothérapie psychanalytique. Donc, quand le patient a des sentiments positifs ou il s'engage, il coopère, il aime bien venir chez son psychanalyste, donc c'est un bon transfert qui permet la progression de la psychothérapie. Inversement, quand il doute, quand il critique, quand il est agressif, etc., c'est qu'il y a un transfert négatif. Donc, cela, c'est inévitable. Parler du transfert, c'est inévitable dans la relation thérapeutique. Puis, le concept, il a été transféré à d'autres domaines, notamment la relation médicale, donc en disant que lorsque le patient aime bien venir chez son médecin et qu'il se sent bien quand il le voit et qu'il se sent bien après avoir été, disons, examiné par lui, c'est un transfert positif. Inversement, quand il y a du doute, de l'agressivité, etc. Donc, nous allons voir qu'est-ce qu'il faudrait faire avec ces notions de transfert et de contre-transfert et comment les utiliser disons, pour mieux contrôler sa relation au patient et pour qu'elle soit plus thérapeutique qu'autre chose. Donc, le soignant, qu'est-ce qu'il va faire à son tour? Il va réagir au transfert du patient. Donc, qu'il soit positif ou négatif, il y aura réaction à travers des mouvements affectifs positifs ou négatifs, ou bien identificatoires, ce que nous appelons le contre-transfert, qui est important à prendre en considération, parce qu'il va déterminer la nature de la relation que le médecin va avoir vis-à-vis de son patient. Donc, en fonction de quoi cette réaction affective, soit par rapport à des paramètres objectifs, donc le sexe, il est plus à l'aise par exemple avec des patients hommes, moins jeunes, plus jeunes, la situation sociale, qui soit par exemple plutôt aisée ou plutôt pauvre. Donc le comportement, il est plutôt par exemple coopératif, plutôt passif ou plutôt actif selon leur présentation. Donc ça, c'est des paramètres qui font que le médecin préfère tel ou tel patient à d'autres. Soit par rapport à une image intériorisée du patient idéal, c'est-à-dire le médecin aime bien avoir le patient idéal, un bon malade, coopératif, qui suit ses instructions, qui vient au rendez-vous, ou l'inverse, que ce soit par exemple un sentiment négatif vis-à-vis du mauvais malade, qui ne se laisse pas aider, qui ne suit pas les instructions, etc. Soit ces mouvements affectifs, c'est-à-dire ce sentiment vis-à-vis du patient, soit par rapport à d'autres facteurs. Donc, quand il est fatigué, qu'il aime de mauvais humeur, qu'il n'est pas à l'aise vis-à-vis de ses patients et donc il pourrait avoir des sentiments plus négatifs ou positifs vis-à-vis de lui. Tous ces mouvements qui sont inévitables, qui concernent tous les médecins, devraient être pris en considération. Pourquoi? Parce qu'ils vont être déterminants dans la relation médicale et donc ils vont déterminer aussi la nature de la prise en charge et l'évolution de la prise en charge la prise en charge du malade. Donc, dans l'exercice de sa profession, le médecin, je vous ai dit qu'il n'est pas coupé de sa vie psychique. Il n'est pas que technicien, connaisseur, avec un savoir médical qu'il peut exercer, mais il y a aussi une dimension psychologique qui ne devrait pas être ignorée. Elle est là, sauf qu'elle n'est pas apparente à chacun. Elle est déformée, elle est cachée, elle est... en tout cas, il y a des jeux et des mécanismes qui vont la modifier ou la transformer.
Donc, le médecin, face à ces angoisses liées à la maladie du patient et les angoisses qui vont émerger, qui vont émerger disons, de son inconscient face à tel ou tel malade ou face à la multiplication des échecs thérapeutiques, la multiplication des morts, au stress au travail, qu'est-ce qu'il va utiliser? Les mécanismes, disons, dont on parle le plus dans la littérature scientifique. Donc, soit il va cliver, donc utiliser le clivage. Le clivage, c'est une séparation. Donc, il va séparer quoi? Les contenus psychiques, il va les séparer. Donc, c'est des mécanismes qui sont inconscients. Donc, automatiquement, ils vont être mobilisés pour faire face et permettre un retour de l'équilibre du soignant. Donc, qu'est-ce qu'il va faire quand il y a des situations très difficiles à gérer mentalement, à accepter, etc. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va séparer les contenus. Et donc, pour maîtriser la situation. Donc, par exemple, ne pas penser à certains éléments qui peuvent déséquilibrer. Donc, ne penser qu'aux choses pratiques qu'il est en train d'observer et mettre de côté, les contenus sont mis de côté pour ne pas le déstabiliser. Il peut utiliser l'identification projective. Donc, il y a identification. Comment t'appelles? Vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Donc, l'identification projective. Donc, il y a identification. Dans l'identification, on se met à la place de l'autre. Donc, l'identification projective, on croit comprendre les sentiments, les réactions, les pensées et les émotions de l'autre. Et donc, le médecin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, vivre dans cette impression, peut-être ou généralement elle n'est pas tout à fait vraie, qu'il connaît les sentiments du patient et ses pensées, ses émotions, etc. Et sans pouvoir s'intéresser aux sentiments réels, au vécu réel de ce dernier, c'est-à-dire sans lui parler, sans l'écouter, sans le questionner. Pour lui, il connaît ce que traverse le patient et ce qu'il pense et ses émotions. Et ce mécanisme-là, il est protecteur parce qu'il évite de réellement questionner son patient et de s'intéresser à lui. Il risque de majorer l'angoisse du patient. La rationalisation, donc rationaliser, c'est-à-dire donner des justificatifs ou des explications à quelque chose ou à une situation. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, le soignant? Il va avoir un discours, disons, un peu intellectualisé, si on veut. Donc, sans réellement écouter le patient, c'est un discours hermétique qui est fermé, que le patient ne comprend pas. Donc, c'est pas un réel dialogue, c'est pas un réel échange. Et donc, ça ne permet pas l'émergence de la pensée réelle du patient et donc de la transmission de ce qu'il vit. Les médecins, ils utilisent des mots techniques, ils expliquent, disons, le cheminement, ou bien ils expliquent la maladie dans leur jargon à eux, dans leur mots techniques à eux, mais que ça ne permet pas réellement la mise en place de cette relation médecin-patient et l'expression réelle du vécu psychique du patient. Ou bien il va utiliser le mécanisme de l'isolation, soit isoler l'affect, soit isoler la pensée, mais c'est plus l'isolation de l'affect. Et donc, il apparaît froid. Donc, l'affect, il est complètement refroidi. Donc, il est plus dans le technique, dans le pratique, et tout ce qui est affectif, tout ce qui est émotionnel, il va le refroidir. Alors, pour mieux se concentrer et pour que la pensée soit vraiment à son niveau le plus supérieur. Et donc, il est connu que la concentration et la pensée sont des éléments essentiels pour le métier de soin, pour ne pas se tromper, pour être vraiment dans toutes ses facultés intellectuelles. Par contre, dans la continuité, mettre de côté l'élément affectif alors qu'il s'agit d'un être humain, ça va avoir des répercussions très importantes sur
déjà la relation avec son patient, parce qu'il va le percevoir comme froid et inhumain, mais aussi va avoir des répercussions sur l'état psychologique du soignant. Donc voilà par rapport à l'introduction sur la relation soignant-soigné. Nous allons passer dans quoi faire avec ces paramètres relation soignant-soigné. Quelle est l'utilité de l'étude de cette relation? Donc, parler de la relation soignant-soigné nous oriente vers la discussion autour du groupe Balint. Donc, c'est quoi ce groupe Balint? Donc, Balint, c'est un médecin initialement et psychanalyste qui est anglais mais d'origine hongroise. Donc, il avait observé, donc dans la pratique médicale, qu'il y avait beaucoup de problématiques de l'ordre de la relation, qui n'étaient pas purement techniques et médicalisées, qui se passaient dans la relation et qui étaient importantes à connaître et importantes à savoir. Donc, en ayant cette double casquette médecin et psychanalyste, il a fait le lien entre la médecine et la psychanalyse. Donc, je vous ai dit plus haut que pour Balint et Eva Labrega, pareil, c'était important de tirer profit de la psychanalyse. Pourquoi? Parce qu'elle permettait de comprendre l'état psychique du patient. Et quand le médecin comprend l'état psychique du patient et ce qui se passe, il va mieux pouvoir l'aider et guérir sa maladie. Pourquoi? Parce que le corps et la psyché, donc la dimension psychologique, sont liés, intimement liés. On ne peut les dissocier. Et de ce fait, traiter le corps ne peut se faire sans la prise en considération de la dimension psychologique. Donc, Balint est nommé, disons, est considéré comme le père de la psychosomatique à travers cette vision corps et psyché. Alors, il s'est intéressé à la relation médicale. Pourquoi? Parce que pour lui, la relation se passe à travers le langage, les émotions et la personnalité du soignant et du soigné, bien sûr. Et donc, il a mis en place un dispositif qui est appelé groupe Balint, et donc qui permet d'écouter sans juger les problèmes liés à la relation médecin-malade. Donc, dans ce dispositif-là, il y a 2 animateurs ou bien leaders qui sont psychanalystes, et le groupe, il est composé de 8 à 12 médecins qui se retrouvent régulièrement pour présenter un cas clinique qui pose problème, bien sûr, pour le médecin, et qui va pousser l'ensemble du groupe à réfléchir à ce cas clinique, mais pas du point de vue médical, organique, traitement, etc., mais c'est plus par rapport à ce qui s'est passé et au ressenti du médecin dans cette relation-là, et en traitant et en essayant de comprendre plus les conflits et les éléments psychologiques et émotionnels. Voilà, donc il y a des règles, que je ne vais pas rentrer dans les détails de ces règles-là, l'écoute, la confidentialité, ne pas juger, laisser la parole, respecter le ressenti de chacun, pas de prise de notes, etc., etc. Ce sont les règles de base de ce groupe Balint. Mais dans les objectifs, donc, c'est de permettre la sensibilisation des médecins à l'aspect subjectif de la relation médicale. Donc, ce n'est pas une relation unilatérale où le médecin, disant qu'il dispose d'un savoir, va traiter un corps, mais c'est une relation entre 2 individus, 2 personnalités. C'est vrai que l'un, il est dépositaire d'un savoir et l'autre, il est en souffrance et il est malade, mais que ça n'empêche pas la circulation d'éléments subjectifs, donc qui sont liés au vécu psychologique de chacun. Et donc, la prise en compte de l'aspect subjectif de la relation médicale, c'est le premier objectif du groupe Balint, pour que le médecin soit beaucoup plus sensible dans sa relation avec son patient. À travers quoi? À travers la compréhension de son contre-transfert, mais du transfert de son patient. C'est-à-dire, il va essayer de comprendre ce qui se passe chez le patient à son égard, donc le transfert, comment il se passe et pourquoi, pour essayer de le gérer dans la relation, mais aussi comprendre son contre-transfert vis-à-vis de son patient, pourquoi il se sent responsable de lui, pourquoi il ne le supporte pas, pourquoi il a trop de
de sentiments d'empathie vis-à-vis de lui, pourquoi il n'arrive pas à lui parler, etc., etc. Donc tous les sentiments contre-transférentiels, ils vont être exprimés dans ce groupe et les médecins qui font partie de ce groupe vont essayer de donner leurs sentiments. Donc ce n'est pas le jugement intellectualisé, mais les sentiments de chacun vis-à-vis du cas exposé. Donc, à travers la compréhension de la subjectivité du transfert et du contre-transfert, le médecin va mieux gérer ses interactions avec ses patients pour trouver la bonne distance. C'est quoi cette bonne distance? Elle n'est, selon Balint, ni trop proche, donc pour court-circuiter le travail de pensée, le travail du médecin propre, ni trop éloignée, détachée et sans affect. Donc, c'est une bonne distance qui permet, disons, le rétablissement et qui permet une bonne prise en charge du patient, médicale, mais aussi psychologique. Alors, quand je dis psychologique, ça ne veut pas dire prendre en charge psychologiquement le patient, loin de là, mais c'est plus être dans une bonne relation rassurante, sécurisante, qui donne ces sentiments positifs au patient et qui l'aide à guérir. Et donc, ce groupe Balint permet aussi au médecin de faire face à ses angoisses et à son sentiment d'impuissance face aux maladies graves et face à la mort, parce que c'est un être humain. Généralement, et ce sentiment-là, il est lié au motif qui a poussé ce médecin à choisir la médecine. Donc, si vous vous questionnez entre vous, vous allez voir qu'il y a une grande différence entre vous sur le motif qui vous a poussé à choisir médecine. Certains veulent faire comme quelqu'un de la famille ou faire comme quelqu'un qui est médecin, qui les a marqués dans leur vie. D'autres, c'est plus pour le prestige, etc. D'autres, c'est plus parce que c'est familial, docteur, c'est une fonction familiale. Et d'autres, pour aider le malade, pour contribuer à soigner l'autre. Et chaque motif a des dimensions psychologiques profondes très, très, très importantes, des interprétations très importantes. Et donc, être face à des angoisses, ou plutôt être face à des maladies graves et de la mort, mais le soignant dans une impuissance, qui peut être vécu différemment d'un médecin à un autre, selon pourquoi il a choisi ce domaine-là et ce métier-là. Et donc, le groupe Balint va lui permettre d'accepter et de faire face à ses angoisses. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas responsable de cette situation. Il va apprendre à déceler ses propres états psychologiques. Donc, au lieu de les dénier et de les mettre de côté, il va les déceler, les reconnaître et mieux les gérer. L'adaptation, il faut savoir que l'adaptation professionnelle d'un médecin, c'est-à-dire quand il intègre nouvellement le domaine professionnel, il va être différent plus tard, au bout de quelques mois, quelques années. Parce qu'il y aura des mécanismes qui vont émerger, qui vont lui permettre de s'adapter à sa profession et de progresser dans son identité professionnelle. Et donc, les mécanismes vont se mettre en place graduellement pour lui permettre de garder cet équilibre. Il ne faudra pas qu'il se coupe totalement de sa vie psychique. Pourquoi? Parce qu'il va souffrir et la relation, elle va aussi en pâtir, la relation à ses patients, mais il va souffrir sur le plan psychosomatique, sur le plan psychologique, etc. Et je vous ai dit qu'il était connu que les médecins vivaient beaucoup le burn-out. Mais il devrait plutôt déceler ses états psychologiques et ses mécanismes d'adaptation pour être en harmonie avec lui-même, au lieu d'être coupé d'une dimension importante de son psychisme. Il va apprendre aussi à repérer les demandes sous-jacentes des patients. Le patient, quand il vient, il ne vient pas seulement pour un problème médical. À côté du problème médical, qui est réel, il y a quelque chose de l'ordre du psychologique. Il y a une demande psychologique sous-jacente. Il y a certains médecins qui ont cette sensibilité et qui arrivent à déceler le côté psychologique chez leurs patients et à en parler. Et c'est bénéfique pour le patient et ça le soulage et ça l'aide.
Il y a d'autres qui sont plus dans la technicité, donc symptômes, médicaments et points à la ligne. Et donc, ça ne permet pas l'émergence d'une bonne relation médicale ou d'une relation médicale positive. Il doit apprendre aussi à déceler son implication personnelle dans la relation de soins. Comment il est impliqué au fait, il est trop impliqué ou pas suffisamment impliqué donc dans cette relation. Et il va comprendre aussi les problèmes posés dans la relation de soins. Donc, quels sont les processus mentaux et psychiques qui existent dans sa relation au patient, et il va apprendre à exprimer ces relations conflictuelles. Donc, si vous voyez un petit peu tous les objectifs du groupe Balint, ils sont pas ni dans la compétence technique, ni dans les connaissances, ni dans le savoir médical, mais ils sont plus les objectifs concernent plus la relation au patient, mais aussi la dimension psychologique du soignant lui-même, qui est très importante parce qu'elle est thérapeutique. Donc, que dit Balint au sujet de... Alors, il y a quelque chose qui a sauté. Donc, que dit Balint au sujet de la relation médecin-malade? Il y a une phrase de Balint qui dit « Le meilleur médicament jamais prescrit, pas jamais prescrit, mais qui est le plus souvent, qui devrait être le plus souvent prescrit parce que c'est le meilleur, c'est le médecin lui-même. » C'est-à-dire, le médecin, dans la vision de Balint, il est le médicament. Donc, le médicament médecin. Donc, au-delà du médicament lui-même, avec ses effets chimiques sur le corps et la guérison de la maladie, le médicament le plus important et qui devrait être tout le temps prescrit, c'est le médecin lui-même à travers la relation qu'il établit avec son patient, à travers son rapprochement, mais juste la bonne distance, ni trop proche, ni trop éloigné, et donc la capacité à installer une relation médicale positive qui permet aux patients de guérir et de tirer profit du médicament. Une petite parenthèse que j'ai envie d'ouvrir, donc personnellement, ça c'est la littérature occidentale, qu'est-ce qu'elle parle de Balint dans la relation médicale, mais d'autres références scientifiques parlent plus de l'ancienneté de cette conception qui revient à Razi et Ibn Sina. Donc, qui revient à la culture persane, arabo-musulmane, ce que vous voulez. Donc, 9e et 10e siècle. Ils étaient tous les deux médecins. Ils avaient un esprit scientifique très, très, très aiguisé et très méthodique dans le traitement des maladies, mais ça ne les a pas empêchés d'observer qu'il y avait quelque chose au-delà de la demande du corps, qui était de l'ordre du psychologique. Et donc, tous les deux, Razès et Avicenne, parlaient de la nécessité de se rapprocher du patient et de lui suggérer qu'il était en bonne santé. Et donc, ça lui permettait de tirer profit du traitement prescrit. Et donc, pourquoi? Parce que le corps, toujours selon leur conception de l'époque, le corps, il est lié, le corps et ses désagréments et ses mouvements étaient intimement liés au bouleversement psychologique. Et donc, pour permettre une bonne guérison de la maladie, quelle qu'elle soit, donc il ne précise pas, il était important d'allier traitement médical, chimique et traitement psychique, entre guillemets, qui venait du soutien du médecin et du soutien de l'environnement. Donc, la conception psychosomatique, elle revient plus à Razès et Avicenne au 9e et 10e siècle, mais pas à Balint dans les années 50. Donc, ça, c'est une parenthèse que j'avais envie d'ouvrir. Donc, là réside toute l'importance de la relation médecin-malade et donc ses implications sur l'évolution positive de la maladie. Et donc
Ça, c'est par rapport à la relation médecin-malade et ses implications. Le deuxième élément, c'est par rapport, nous allons aborder les réactions psychologiques aux techniques médicales. Donc, c'est un peu un titre assez vague, mais bon, j'ai essayé de mettre un petit peu tout ce qui peut rentrer dans ce titre-là. C'est quoi les techniques médicales? Donc, le médecin, quand il est appelé à avoir plusieurs ou à réagir face à la demande médicale ou à la maladie du patient, à réagir de plusieurs façons. Donc, il peut, après examen psychologique, annoncer une maladie grave, annoncer une hospitalisation, une intervention chirurgicale, etc. Et donc, tous ces éléments-là devraient prendre en considération, donc le travail qu'il va effectuer, devrait prendre en considération l'aspect psychologique du patient. Donc, la première partie, nous avons abordé les éléments psychologiques inhérents aux soignants. Ici, nous allons prendre en considération les éléments psychologiques inhérents aux patients selon telle ou telle technique utilisée. Prendre en considération l'aspect psychologique du patient devrait concerner toutes les démarches que peut entretenir un soignant. Dans le cas, par exemple, de l'annonce d'une maladie grave, qu'est-ce qui se passe dans l'annonce d'une maladie grave? Donc, le soignant, quand il annonce une maladie grave, il n'est pas indifférent. Même si, je vous ai dit, en apparence, il l'est, ce n'est que défensif. Ce n'est qu'un mécanisme qu'il utilise pour maintenir son équilibre et maintenir sa concentration et sa pensée. Mais au-delà, si nous cherchons bien, nous allons trouver beaucoup de sentiments, mais différents, bien sûr, d'un soignant à un autre. Pourquoi? C'est lié parce que c'est lié à la personnalité profonde. Donc, le soignant, il va avoir le sentiment d'impuissance, d'inefficacité, parce qu'il y a maladie, que c'est grave, que son patient, il est condamné, qu'il ne peut rien faire, donc il est inefficace. Donc, il a peur de lui faire mal. Donc, généralement, les médecins fuient cette tâche-là. Donc, ils ne veulent pas faire mal aux patients. Donc, ils ne veulent pas annoncer la maladie et ils la laissent à quelqu'un d'autre. Soit ils demandent à la famille d'annoncer, soit ils demandent à l'infirmière, soit ils cherchent la psychologue pour lui demander d'annoncer la maladie, soit ils n'annoncent pas du tout. Donc, ils laissent le patient dans cette incompréhension de son état. Il est là, il le soigne ou il l'envoie chez lui sans lui annoncer la maladie parce qu'il y a la peur de faire mal. Il y a aussi la peur des réactions émotionnelles du patient. Donc, ils ont peur qu'il commence à pleurer, qu'il s'effondre parce qu'il y a la peur de la maladie et la mort. Donc, tous ces sentiments, c'est un mélange, c'est compliqué et je vous ai dit, c'est très lié aux caractéristiques propres de chaque personne, vont laisser place à des attitudes différentes d'un soignant à un autre. Il y a des soignants qui préfèrent mentir au patient pour le préserver. Donc, il est malade, il est fragile, on ne va pas lui dire la réalité, on ne va pas lui annoncer la maladie, parce qu'on va le fragiliser encore plus. Donc, essayons de le préserver. Mais dans la réalité, ce mensonge-là ne préserve pas le patient, il préserve le soignant. Pourquoi? Parce que il ne peut pas affronter une situation où famille et patient sont effondrés devant lui. Donc, est-ce que c'est bien de mentir au patient ou de ne pas mentir? Ce n'est pas bien, parce qu'il a droit à la vérité, et de un. Mais aussi parce que cette attitude n'a pas encore, ne vient pas suite à la considération des ressources personnelles. Il faut toujours chercher les ressources personnelles. Comment il est ce patient? Sur quoi il peut s'appuyer pour pouvoir accepter et faire face à l'annonce, à cette annonce-là qui est déstabilisatrice. Et donc, quand elle ne prend pas en considération le malade et ses ressources et sa capacité à faire face, ça veut dire que c'est une stratégie trouvée pour le confort propre du médecin. Soit il va, disons, fuir. La fuite en avant, c'est aussi une stratégie qui est très utilisée. Quand le soignant est soumis à une angoisse, disons, liée à cette maladie grave et à l'annonce de la maladie, donc, qu'est-ce qu'il va trouver comme solution? Il ne va pas prendre en considération la nécessité de donner l'information, de donner le temps au patient pour lui laisser le temps de l'assimiler, etc. Qu'est-ce qu'il va faire?
il va la balancer et fuir. Donc, tout d'un coup, il prend pas tout ce temps-là pour accompagner parce que c'est un accompagnement qui devrait se faire. D'un coup, il lance, il sidère le patient et il est soulagé, il a annoncé. Donc, c'est une forme de fuite en avant qui permet de se préserver, qui permet aux soignants de se préserver de ce bouleversement induit ou cette sidération induite chez le patient. Ou bien il va banaliser, donc l'annonce va se faire sous la forme de la banalisation. Il va focaliser sur la maladie et va mettre totalement de côté la souffrance psychique du patient. Il va l'occulter, il va pas la regarder. Donc il va banaliser, c'est rien, c'est une maladie, nous avons un traitement, vous venez, on va vous hospitaliser, faites votre traitement et vous sortez, etc. Alors que le patient, il est effondré parce qu'il vient d'apprendre quelque chose de très grave concernant sa santé. Et donc, qu'est-ce que ça va induire? Le patient ne va pas se sentir entendu. Il reçoit une information qui n'a pas de sens pour lui parce qu'elle prend pas en considération son vécu psychologique, elle prend pas en considération ce qui va majorer son angoisse. Donc l'angoisse, elle va être très importante chez lui. Le titre de cours, c'est la relation médecin-malade. Je vous ai donné le titre du cours la semaine d'avant. Et donc c'est la relation médecin-malade, introduction au groupe Balint et réaction psychologique du patient aux techniques médicales. La quatrième stratégie qui peut être utilisée chez le soignant peut être la fausse réassurance. Donc le soignant va optimiser les résultats médicaux, donc il va rassurer à tout prix le patient avec les résultats médicaux qui existent, etc., juste pour donner un espoir artificiel chez le patient. Donc, pourquoi réassurer, donner cette fausse réassurance? Parce que c'est pour se prémunir de l'expression émotionnelle et de l'angoisse de l'expression émotionnelle du soigné. Et ça permet aux soignants de se protéger de cette angoisse. Donc, on est dans un décalage entre deux états. L'état du patient qui est choqué et qui a besoin d'être entendu, qu'il exprime son sentiment, après on le réassure. Par contre, le soignant, il va vers la réassurance, la fausse réassurance rapide du patient. C'est plus pour faire face à sa propre angoisse vis-à-vis de la mort. Et donc, les propos du soignant ne vont pas être vraiment entendus par le patient pour lui permettre de faire ce travail psychique d'acceptation, etc., et de préparation à cette maladie. Mais c'est plus un décalage dans le timing. Ce qui serait l'idéal, c'est d'informer, on va voir les étapes et les choses à prendre en considération, c'est d'informer petit à petit, mais d'entendre en parallèle les angoisses pour pouvoir réassurer. Par contre, aller vers la fausse réassurance en balançant les résultats médicaux sans écouter le vécu et la peur du patient, ça veut dire que c'est plus le soignant qui fuit sa propre angoisse vis-à-vis de cette maladie. Donc, quels sont les éléments à prendre en considération dans l'annonce? L'annonce, il faut savoir que c'est un élément très important dans le cheminement de la prise en charge médicale et dans le vécu de la maladie. Certaines annonces, quand elles sont bien faites, elles peuvent aider le patient à, aller graduellement vers l'acceptation de la prise en charge et de la maladie. Par contre, certaines annonces peuvent être dévastatrices pour le patient. Et quand je dis dévastatrice, alors vous pouvez imaginer que le patient il est malade, donc il se sent menacé dans son corps et dans sa vie, et de un. Et de deux, l'annonce elle a été tellement brusque, comme on a dit le deuxième exemple, la fuite en avant, donc elle est balancée, sans prendre en considération la dimension psychologique, ce qui peut déstabiliser les défenses.
Chacun de nous, il a des défenses, je vous ai dit. On fait face avec nos défenses qui ont un rapport avec notre personnalité et nos caractéristiques. Et donc, c'est ce qui nous permet de nous maintenir en équilibre. Alors, quand l'information elle est balancée d'un coup, c'est les défenses qui vont s'effondrer chez le patient et il peut perdre l'équilibre psychologique à un certain moment. Donc, vous allez sûrement observer ces éléments-là dans la pratique, si ce n'est déjà fait. C'est une déstabilisation totale, le patient ne parle pas, il est anéanti, soit un débordement émotionnel, soit une sidération avec perturbation de toutes les fonctions alimentaires, sommeil, relationnel, cognitif, pensée. La pensée, elle est déstabilisée, il ne réfléchit plus comme avant, etc. Donc, tous ces éléments ne vont pas aider le patient à se prendre en charge et aller vers les orientations du médecin. Au contraire, il va plus être dans une double détresse. Elle est physique, mais aussi elle est psychologique, ce qui peut avoir un effet négatif sur l'observance, sur la prise en charge préconisée, les orientations du médecin et sur l'observance médicale. Donc, quels sont les éléments à prendre en considération dans l'annonce? Il y a le temps. Donc, le temps, il est nécessaire de prendre le temps qu'il faut pour annoncer la maladie, mais pas trop long, mais pas trop longtemps. Pourquoi? Parce que quand ça traîne, les interrogations et les angoisses, elles sont majorées. Donc, il faudrait, mais de l'autre côté, il ne faudrait pas tout balancer d'un coup. Il faut annoncer petit à petit selon les besoins de chaque patient. Il y a des patients qui ont besoin d'avoir de l'information, une information claire, importante et riche, explicative. Il y a d'autres qui ont besoin d'une information succincte, toute petite info, juste ce qu'il faut. Donc, un médecin qui a pris le temps d'observer son patient et de voir un petit peu comment il est, il se protège, donc il a envie d'avoir de la connaissance pour mieux comprendre et mieux contrôler la situation, où il a plus besoin de fuir et de penser à autre chose, et donc on lui donne une information selon sa personnalité et ses mécanismes de faire face. Il faut écouter le patient. Donc, l'écoute va aider le patient à poser des questions quand il se sent écouté. Donc, quand il se sent écouté, il peut exprimer ses émotions. Et donc, dans cette relation et dans cette écoute active, il faut prendre en considération les capacités d'expression du patient et aussi son niveau socioculturel. Il y a des patients qui sont plus expressifs que d'autres. Ils sont plus dans la relation et d'autres qui sont plus introvertis et moins dans cette disposition-là. Chacun sa capacité, donc le médecin devrait s'adapter aux caractéristiques de chaque patient. Les mots choisis, il faudrait faire attention aux mots choisis. Il faut tenir compte des messages verbaux et non verbaux, ce que nous allons voir dans la communication plus tard. Parce que la communication, il y a une dimension verbale, mais il y a une dimension beaucoup plus importante. Donc, au-delà de 50%, il y a ceux qui disent 70, il y a ceux qui disent 80, qui sont de l'ordre du message non verbal. Donc, prendre en considération les expressions du visage et les réactions du corps, le regard, etc. L'information, donc, prendre en considération les mots choisis, mais aussi la façon de les annoncer, de dire ces mots. La progression et la simplicité dans l'information. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, chaque patient, il a ses mécanismes propres d'adaptation. Donc, le médecin devrait avancer dans cette annonce graduellement, selon ce qu'il observe comme mécanisme d'adaptation chez son patient. Donc, en donnant une information, elle doit être répétée, donc pour qu'elle soit bien saisie et bien perçue. Elle doit être cohérente, ne pas lui donner des contradictions ou des choses vagues, et avec une reformulation régulière. Donc, chaque patient, il a un niveau socioculturel, il a un niveau d'expression, il a un niveau de compréhension différent d'un autre. Une reformulation régulière permet de contrôler la compréhension du patient, qu'il a bien compris. Vous allez me dire, oh, ça va prendre du temps et le médecin n'a pas le temps. Oui, effectivement, mais le patient mérite qu'on lui donne le temps nécessaire pour contrôler qu'il a compris. Parce que parfois, disons, l'empressement du médecin va faire
va provoquer une incompréhension chez le médecin, chez le patient qui va interpréter et qui va construire tout son vécu sur cette interprétation. Et parfois, oui, c'est une maladresse de la part du médecin de donner d'un coup une information avec une banalisation extraordinaire pour juste pour montrer au patient que c'est pas quelque chose de grave, alors que le patient il le vit dans son corps. Ce n'est pas comme le médecin qui parle de quelque chose qui lui est extérieur, donc c'est étranger à lui, et il utilise ses mécanismes propres. Pour le patient, non, il le vit dans son corps, il le vit dans son angoisse liée à la mort. Donc c'est toute la différence, et donc je pense qu'annoncer une information pareille mériterait de prendre tout le temps qu'il faut. Et proposer des objectifs à court terme. Donc, proposer des étapes successives de traitement, de consultation, de prise en charge, etc. Pourquoi? Parce qu'il est sidéré, il n'arrive pas à organiser sa vie, il n'arrive pas à envisager le lendemain. Donc, les mots qu'il va choisir avec les propositions, avec pour le revoir, par exemple, à 2 jours, le revoir à 1 semaine, les étapes du traitement, etc., va lui permettre de remettre en place la pensée et remettre en place les projets, même si c'est des projets qui sont liés à la prise en charge médicale, mais c'est quand même des projets. Et donc, avoir des projets, ça permet de se maintenir en vie. Ça permet de se positionner dans une succession de temps qui est importante pour se sentir toujours vivant. Donc, il peut se projeter dans sa vie future à travers ce que le médecin lui propose comme étape et succession. Ce qu'il faudrait prendre en considération aussi, c'est le suivi de l'annonce. Donc, on avait dit qu'il était important d'être à l'écoute des besoins du patient, donc l'informer sur la maladie, etc., être attentif par rapport aux angoisses de ce patient vis-à-vis de la maladie. Et donc, mais ce n'est pas suffisant, une aide psychologique ou sociale peut être proposée par le médecin. C'est pas lui qui le ferait, il l'oriente. Donc, chez un psychologue pour le suivi psychologique, l'aide, le soutien, etc. Tout ce qui est social, toutes les associations qui peuvent accompagner, parce que le support social, il est très important pour permettre aux patients de faire face et de ne pas se sentir seul face à cette maladie, mais qu'il y a d'autres personnes qui ont les mêmes expériences et qui peuvent l'aider à voir différemment la situation. Voilà, donc ce sont les 4 éléments à prendre en considération dans l'annonce et qui peuvent jouer un rôle déterminant sur les étapes qui vont suivre en matière de force et de courage pour affronter la maladie ou en matière d'effondrement où le médecin se sentira obligé de donner des anxiolytiques à la personne pour la soulager. Et ce n'est pas bon pour les patients. Quels sont les éléments à éviter concernant l'annonce? Donc, la dilution des responsabilités. Donc, et c'est ce qui se passe actuellement dans les milieux médicaux. Le médecin dit non, c'est la psychologue d'annoncer la maladie grave. La psychologue vous dit non, c'est pas à moi, je suis pas son médecin. C'est au médecin de trouver les mots justes pour annoncer la maladie parce qu'il connaît la maladie et il peut avoir les réponses adéquates. Le psychologue n'a pas les réponses concernant le côté médical. Parfois, ils vont demander à la famille. Le médecin va demander à la famille d'annoncer la maladie au patient avec leur nom parce qu'ils le connaissent, etc., etc. Et donc, cette dilution des responsabilités va induire une absence d'annonce. Il n'y aura pas d'annonce. Par contre, le patient, il faut qu'il ait à quelque chose. Et donc, ça veut dire qu'il y a une absence de soutien de la part du corps médical qui devrait être pluridisciplinaire et ils devraient tous s'entraider dans cette annonce faite aux patients. Donc, il faut éviter aussi l'incohérence des messages transmis. L'incohérence et là dit oui voilà les enjeux de la maladie, etc. Et l'autre qui va contredire et il va donner d'autres exemples qui parlent de quelque chose de complètement contradictoire. Donc une cohérence par rapport à la maladie, à ce patient, à sa maladie, par rapport aux caractéristiques de sa maladie et donc de ce qu'il devrait connaître. Ce qu'il faudrait éviter aussi, c'est le retard à l'information. Quand il y a une information progressive, il ne faudrait pas
comprendre de cela, donner la moitié de l'information, c'est-à-dire retenir l'information et dire juste à demi-mot les choses, c'est ce qui se passe aussi. Vous trouvez des patients qui savent pas, qui sont peut-être qu'ils ont une maladie grave mais qui ne savent pas, qui sont condamnés mais qui ne le savent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une non-transmission de l'information, une rétention de l'information, ce qui est le plus essentiel n'est pas dit. Et donc, ce qu'il faudrait faire, c'est donner l'information à petite dose avec le rythme de chacun. Et selon les questions posées ou selon les besoins. Il y a des patients qui ne posent pas de questions. Par contre, on peut sentir leur besoin d'être rassuré, leur besoin de comprendre. Et donc, après avoir décelé ce besoin-là, il faudrait quand même y répondre et donc ne pas retenir l'information et ignorer le besoin de compréhension du patient. L'oubli, c'est aussi un élément à éviter. Donc ça c'est les éléments à éviter et aussi les éléments à prendre en considération lors de l'annonce c'est les recommandations de la Haute Autorité de Santé française. Donc c'est des choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est procédurier, c'est réfléchi, c'est un consensus scientifique dans le milieu médical. C'était arrêté par des professionnels pour dire que c'est les meilleures choses à faire en pratique. Donc la chose à éviter aussi, c'est l'oubli. Donc lors de l'échange de la principale personne concernée, parfois la principale concernée, elle est oubliée quand il y a annonce de la maladie grave. Donc si c'est une personne âgée par exemple, ou une personne handicapée ou un enfant, l'annonce elle est faite aux proches, accompagnants, mais la personne concernée, elle est oubliée. Et ça c'est quelque chose à éviter au maximum parce que c'est elle qui le vit et donc il faudrait lui accorder le temps nécessaire pour pouvoir comprendre, élaborer, etc. Donc quand, par exemple, un membre de la famille accompagne le patient et que l'annonce elle a été faite à ce moment-là, il est important, selon la Haute Autorité de Santé, de prendre en compte le soutien. La famille, c'est vrai, elle soutient le patient, elle est là, elle est importante pour l'aider dans le cheminement, mais qu'il faudrait prendre le temps aussi avec le patient lui-même et lui permettre de s'exprimer sans témoin, c'est-à-dire qu'il s'exprime qu'on lui accorde un temps à lui seul pour pouvoir se rapprocher un petit peu de son vécu et lui permettre de l'exprimer sans la présence de quelqu'un d'autre. Ça, c'est important à ne pas oublier. Voilà, donc ça c'est par rapport à l'annonce de la maladie. Donc la premier élément, donc première, disons, technique ou pratique faite par le médecin dans laquelle la prise en considération de l'élément psychologique est importante. La deuxième des choses, donc dans le cas d'un enfant malade ou hospitalisé. Donc il faut savoir que l'enfant l'hospitalisation pour l'enfant, elle est très très porteuse d'éléments psychologiques importants. Et donc l'enfant quand il est hospitalisé, quand il est malade déjà, il y a une angoisse très importante. L'enfant il est plus sujet à l'anxiété que l'adulte quand il s'agit de maladie et d'hospitalisation. Pourquoi? Selon son développement, parce qu'il n'a pas les mêmes mécanismes, les mêmes capacités de compréhension, mais aussi parce que il va y avoir des comportements ou des manifestations psychologiques très importantes qui vont être induites par cette hospitalisation ou par cette maladie. Donc, il faut savoir que l'hospitalisation peut causer un arrêt du développement, un arrêt même momentané, mais un arrêt du développement. Pourquoi? Parce que l'enfant, il est isolé de sa famille, son milieu rassurant et sécurisant. Il est mis à l'hôpital. Donc, il y a des comportements de régression qui peuvent être hospitalisés. Régresser, c'est revenir à une étape antérieure du développement. Donc, tous ces éléments devraient être observés par le médecin et ils devraient être pris en considération dans la prise en charge de cet enfant. D'ailleurs, dans les services de pédiatrie, par exemple, généralement, vous pouvez trouver des salles de ludothérapie où l'enfant peut jouer. Pourquoi? Pour le remettre un petit peu dans
son cadre habituel. Le cadre habituel de l'enfant, c'est de jouer. Ça lui permet on l'avait dit le cours antérieur, ça lui permet de progresser sur le plan psychomoteur, du langage, de la socialisation, mais aussi sur le plan fantasmatique et imaginaire. Et donc, pour un petit peu contrecarrer ces éléments régressifs et déstabilisatrices pour le développement psychologique de l'enfant, il est important de prendre en considération ces éléments-là par les éléments psychologiques par le médecin. Donc, quand il s'agit d'intervention chirurgicale, elle est perçue comme un élément anxiogène majeur, c'est-à-dire qui provoque une grande anxiété chez l'enfant, plus que chez l'adulte. Ils peuvent être l'exposition aux soins et à l'intervention chirurgicale peut être ne pas être acceptée par l'enfant du fait de la douleur et du fait de l'acte invasif. Et donc, les peurs, elles ne peuvent être que majorées chez l'enfant. Il y a un autre élément qui devrait être pris en considération quand l'enfant il est malade, hospitalisé ou subit une intervention chirurgicale, c'est la séparation avec la sensibilité à la séparation. Donc, il ne supporte pas la séparation. Nous avons parlé du rôle de la famille qui est important dans le développement de l'enfant et la sécurité chez cet enfant. Et donc, l'angoisse de séparation peut majorer cette angoisse et majorer la douleur dans certains cas. Et donc, nous pouvons observer aussi des comportements d'agressivité chez l'enfant du fait de cette hospitalisation qui ne fait que refléter son côté angoisse intérieure importante. Et donc, le soignant, il est vu par l'enfant comme celui qui est bon, qui répare, et donc il permet d'apaiser l'angoisse de l'enfant et de sa famille à condition qu'il sache s'y prendre avec l'enfant. Donc il y a des changements qui sont induits par l'hospitalisation chez l'enfant. Ces changements-là peuvent être, comme je vous ai dit tout à l'heure, de l'ordre de l'angoisse et de l'agressivité, donc dans le comportement, mais aussi ils peuvent être de l'ordre de la régression. Et donc l'enfant va revenir à des stades un petit peu plus antérieurs. Ce qu'il a acquis comme autonomie, il va essayer de le laisser de côté. Pourquoi? Pour avoir plus d'attention vis-à-vis de ses parents, attirer plus l'attention des parents du fait des bénéfices tirés de cette hospitalisation. Qu'est-ce qui permet de dépasser l'expérience de l'hospitalisation chez l'enfant? Alors, il faudrait qu'il puisse parler de cette hospitalisation, de cette expérience avec quelqu'un. Il faudrait qu'il puisse mobiliser ses capacités de symbolisation. On avait dit le jeu permet la symbolisation, donc symboliser, donc mettre en scène ou mettre en imagination des éléments psychiques intérieurs, une angoisse mise ou bien disons qu'il va mettre en place dans un jeu, qu'il va exprimer dans un jeu par exemple, et qui lui permet de donner sens à une situation anxiogène. Alors, l'aptitude à avoir des bonnes relations, les relations avec le personnel, elles sont importantes, elles sont rassurantes. Et la capacité à traiter l'information, donc respecter l'âge de l'enfant dans l'information qui sera transmise à l'enfant, selon son âge pour qu'il puisse la comprendre. Nous ne pouvons pas expliquer une maladie à un enfant par exemple de 5 ans de la même manière qu'on peut l'expliquer à un enfant de 11-12 ans. Il y a l'âge, mais il y a aussi les capacités intellectuelles pour comprendre et élaborer. Alors, ceci par rapport à l'enfant hospitalisé. Pour l'adulte hospitalisé, donc l'adulte hospitalisé, c'est un peu différent de l'enfant. L'enfant, c'est plus majoré, c'est plus important parce qu'il est en phase de développement et qu'il est fragile par rapport à l'adulte, qui a plus de capacité de faire face, l'adulte. Donc l'hospitalisation, c'est une réelle épreuve, donc à laquelle l'adulte doit s'adapter. Pourquoi? Parce que il y a des horaires
bien définis à l'hôpital. Il y a des rythmes, il y a des odeurs, des bruits, un éclairage spécifique, le personnel qui rôde, des dizaines de personnes en blouse, et des examens multiples auxquels disons, l'adulte hospitalisé, il a plusieurs examens que le médecin préconise et qui vont se multiplier, mais parfois sans explication, sans lui expliquer pourquoi cet examen, ce qui peut être anxiogène. Donc ça nécessite, tous ces éléments-là que je viens de citer, ça nécessite un processus d'adaptation. L'adulte hospitalisé, il est séparé de ses proches. Même s'il y a des malades, il y a beaucoup de soignants qui rôdent dans ce service, mais il est séparé, donc il y a un sentiment de solitude. Il y a aussi le sentiment de dépendance vis-à-vis du personnel. Le personnel, il fait tout, presque tout, à la place du patient. Il y a aussi le sentiment ambivalent vis-à-vis de l'hôpital. Donc, si le patient il est hospitalisé, ça veut dire que son état est grave. Mais aussi, s'il est entouré par des soignants, c'est des professionnels, ça va le rassurer, ça veut dire qu'ils vont bien le prendre en charge. Et donc, tous ces sentiments ambivalents, ces processus d'adaptation, etc., et il faut noter qu'il va se rajouter une régression. Donc, la régression, elle est différente d'une personnalité à une autre. Régresser, c'est revenir à une étape antérieure. Le patient va peut-être chercher à être dorloté, à être chouchouté, qu'on prenne soin de lui. Parfois, il cherche à attirer l'attention à travers son comportement, ses revendications et ses caprices. Parfois, il peut être très critique et agressif et revendicatif vis-à-vis des soignants. Il peut les malmener. Quand l'adulte est malade, on voit dans la régression, l'enfant aussi il régresse, mais différemment. Nous avons cité cela. Une réduction des intérêts. Donc l'adulte il devient égocentrique et il se centre sur lui-même et ses intérêts. Il s'intéresse pas aux autres. Il va se replier, ce qui est nécessaire à la maladie, mais ça doit être contrôlé. La régression, elle doit être juste moyenne, donc assez pour se ressourcer et se centrer sur soi-même pour se prendre en charge et suivre son traitement, mais pas de manière importante où ça peut gêner la prise en charge médicale. Donc, toute relation soignant-soigné devrait être analysée selon la nature de la régression du patient, donc le degré de régression, mais aussi du transfert et du contre-transfert observé. Donc, nous revenons encore une fois à la relation médecin-malade parce que c'est ça ce qui va permettre de majorer ou bien de minimiser tous ces sentiments, toute cette régression, toute cette anxiété et tous ces comportements pour permettre une adaptation conséquente et permettre la prise en charge positive ou le suivi positif de la prise en charge. Alors, lors de l'intervention chirurgicale, par exemple, alors, c'est connu, l'intervention chirurgicale, elle induit une anxiété importante, préopératoire chez l'adulte, bien sûr chez l'enfant, nous l'avons déjà dit. Et donc, cette anxiété, il ne faudrait pas la négliger parce que la situation pourrait être perçue comme menaçante et incontrôlable pour le patient. Et donc, quand la personne sent que la situation elle est menaçante et incontrôlable, ça va la mettre dans une situation de stress qui va qu'elle peut gérer et dépasser avec ses mécanismes ou au contraire qu'elle ne peut pas gérer et dépasser du fait de l'incapacité de ces mécanismes à donner une bonne adaptation. Alors, le soignant, face à cette situation, le rôle du soignant, c'est d'informer le patient. Le patient, il a besoin d'être informé pour que son anxiété diminue. Parce que quelque chose qui nous menace, on a envie de comprendre ce qui se passe derrière pour pouvoir faire face. Quand nous ne comprenons pas, l'anxiété, elle est majorée. Donc, l'information qui doit être donnée par le soignant devrait être liée aux stratégies de coping. Donc, comment le patient fait face. Donc, nous avons dit que écouter et
discuter avec le patient, c'était important pour pouvoir le connaître et comprendre un peu comment il fonctionne, quelque part, quels sont ses mécanismes. Et donc, l'information qui doit être donnée par le médecin, elle devrait être donnée selon la nature de ce patient. Il y a certains qui cherchent l'information, une information détaillée, clarifiée, disons bien précisée. Il y a d'autres non, qui cherchent plus une information très globale, générale, sans rentrer dans les détails. Donc pour les premiers, ça serait rassurant de suivre la demande et le besoin du patient de savoir, et donc lui donner l'information exacte, lui permettant de faire face à cette situation. Pour les seconds, qui sont plus dans des attitudes d'évitement de la situation, l'information concernant l'intervention chirurgicale devrait être succincte, et donc c'est comme ça que ce genre de personnes pourrait mieux s'adapter à la situation ou à l'intervention chirurgicale. Donc, l'information, donc ce qui concerne le déroulement de l'intervention, le temps, le processus, etc. Parce que selon les études, quand l'anxiété préopératoire est très importante, ça pourrait avoir un effet sur le déroulement de la formation de l'intervention chirurgicale, pardon, et donc ça pourrait être sur le plan positif ou négatif. Hein. Par contre, un patient qui est bien informé et qui est prêt, il a moins d'anxiété et donc ça permet de faciliter le travail chirurgical. Pour l'effet placebo, utiliser un produit qui pourrait induire des effets biologiques ou psychologiques, alors que le produit lui-même n'est pas vraiment chimique et il n'a pas d'effet biologique conséquent, mais il induit cet effet-là. Le placebo, pourquoi je l'ai mis dans ce cours? Parce que l'élément psychologique, il est très important dans l'efficacité de ce placebo. L'élément psychologique comment? Donc, selon qu'il y ait des patients placebo-répondeurs ou bien placebo-résistants, ce qui n'est pas encore très bien clarifié, qu'est-ce qui fait qu'on est répondeur ou pas. Donc, par contre, les éléments qui peuvent être contrôlés par le médecin, ce sont plus le contexte de l'administration et les protocoles. Donc, comment préparer le patient à recevoir ce médicament, quoi lui dire, le protocole utilisé, donc tout ce côté solennel, etc., qui accompagne cette prescription pourrait jouer sur les processus mentaux et cognitifs du patient, et donc donner cette impression que ce qui est administré, ça va donner un effet positif. Et donc, qu'est-ce qui rentre en jeu? Donc, il y a les attentes du patient. Les attentes du patient, il attend que le médicament qui est prescrit, ça va donner de bons résultats. Ça veut dire qu'il est quelque part, il y a une attente positive. Cette attente positive, il y a induit une sécrétion chimique dans le cerveau qui est la dopamine, qui permet de donner ce sentiment positif et donc une diminution, notamment sur tout ce qui est douleur, où les placebos sont les plus efficaces. Donc 30%, c'est le pourcentage le plus élevé sur les douleurs, sur les états anxieux et dépressifs. Et donc, quand il y a une attente positive, ça veut dire que la chose, même si elle est neutre, induite, le placebo induit va donner des effets positifs du fait de la sécrétion de la dopamine. Les facteurs qui incluent, c'est la nature des informations données aux patients. Donc, les informations, quand elles sont bien précisées par le soignant et qu'il induit des attentes positives chez le patient et que la qualité avec le patient, elle est positive, ça permet de réduire le stress et l'anxiété. Et quand il y a une réduction du stress et de l'anxiété, ça veut dire qu'il y a une libération de l'endorphine et de la dopamine
qui stimule le système de récompense. Et quand le système de récompense il est stimulé, ça veut dire qu'il y a automatiquement un bien-être, une diminution de la douleur qui est conséquente. Par contre, il y a l'élément qui est croyance du patient et le côté mental qui n'est toujours pas clarifié. Donc voilà, j'aurai pas le temps de parler de la décision médicale. Je vous laisse le temps de poser quelques questions. Et alors, à vos plumes, s'il y a quelque chose qui vous paraît important à clarifier par rapport à la relation médecin-malade. Bonjour, vous êtes là ou vous êtes parti? Non, on est là, docteur. On est là. Vous êtes là. Alors, nous avons abordé la relation médecin-malade, les éléments psychologiques qui concernent le médecin et les éléments psychologiques qui concernent le patient. Et donc, qu'est-ce qui est en jeu dans cette relation et qui est important de prendre en considération? Alors, la différence entre isolation et clivage. Quand on isole un affect. Donc, c'est une forme de séparation de l'affect. Ils sont liés. Le clivage, il concerne le contenu de pensée. Donc, vous vivez une situation difficile dans l'hôpital. Vous n'allez pas réfléchir. Vous allez quelque part continuer à travailler. Vous la mettez de côté. Elle est là quelque part dans le préconscient. Vous la mettez de côté et vous n'y réfléchissez pas pour garder votre concentration et votre pensée et continuer votre garde. D'accord? Isoler votre affect, c'est ne pas aussi ne pas laisser place à tout ce qui est éléments affectifs et émotionnels. Donc vous allez réagir avec froideur. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours dans l'élément pensée. Donc ils sont liés mais différents. Là, on est froid et là, on ne réfléchit pas et on ne pense pas. Alors, un cas d'un patient qui s'est suicidé lorsque son médecin lui a annoncé le cancer. Est-ce que le médecin est responsable de cette situation? La responsabilité, je suis pas juriste, je peux pas vous dire, mais en tant que psychologue, moi je vous dis qu'il est responsable de cet effondrement. Il a une part de responsabilité. Parce que si on cherche par rapport au suicide, il y a aussi des éléments inhérents à la personnalité elle-même. Donc, qui est cette personne-là qui a eu un cancer et qui s'est suicidée? Ça veut dire qu'il y avait des dispositions et fragilités antérieures. Il est responsable parce qu'il ne s'est pas intéressé à cette personne-là. Il ne l'a pas écouté, il n'a pas su comment lui annoncer. Il aurait pu se faire aider par quelqu'un, un psychologue pour mieux annoncer cette information. Faire attention à la façon de l'annoncer, etc., etc. Mais le travers, disons, de la charge du travail fait que le médecin ne s'intéresse pas à cette dimension-là parce que ça va lui prendre du temps. Et donc, il balance comme si c'était quelque chose qui concernait la pluie et le beau temps. Comment pouvons-nous annoncer un cancer sans être ni frustrés, ni banalisant le diagnostic? Comment soutenir le patient dans ce cas-là? Alors, vous pouvez pas ne pas être frustré. Ce qu'il faudrait éviter, c'est être débordé par sa frustration ou son émotion. Donc, il faut dire que vous pouvez aider ce patient tout en lui annonçant quelque chose qui va le casser, mais vous allez l'aider en lui donnant l'information tout petit à petit, en lui donnant, en le rassurant, mais pas la fausse réassurance. Donc, en prenant en considération plus l'écoutant ses émotions, c'est quelque chose de déstabilisant de voir quelqu'un pleurer, de le voir effondré. Mais après, ça s'acquiert avec le temps. Avec le temps, on apprend, on développe des mécanismes plus pour être à l'écoute de quelqu'un, parce que c'est lui qui va s'effondrer. Vous allez être perturbé par cet effondrement. Mais vous avez un rôle, vous êtes le médecin. Ça veut dire la façon de l'annoncer, elle peut être fatale, comme le cas, l'exemple qui est cité par votre collègue, mais elle peut être aussi très très bénéfique pour le patient qui vous dit il m'a beaucoup aidé, il m'a écouté, il était là, etc., etc. Donc c'est quelque chose, le juste milieu, ça s'acquiert avec le temps, avec l'expérience.
comment on se doit de se comporter si le patient est un collègue? Ben, c'est difficile parce que généralement, je pense qu'il n'est pas très indiqué de travailler, d'être le médecin d'un collègue ou d'une connaissance. Si c'est quelqu'un de proche, ça va perturber l'élément décision, pensée, concentration, etc. Maintenant, si c'est juste un collègue où vous pouvez garder votre équilibre, ben, je pense que ça, il peut être considéré comme un patient. Au contraire, avec quelqu'un qui peut comprendre, donc vous pouvez expliquer, vous n'allez pas avoir de difficulté à expliquer les éléments qui sont en jeu. Les médecins actuellement sont tous froids, même en privé, le médecin fait passer le malade directement vers les appareils. Est-ce que ça vient avec la pratique médicale? Est-ce qu'on peut éviter cela? Alors, vous savez, ça a à voir avec, le côté culturel. La psychologie chez nous et l'aspect psychologique, il est ignoré, il est dénié. On ne veut pas y penser, on ne veut pas réfléchir, on ne veut pas en parler, on ne veut pas que ça existe. C'est quelque chose, le psychologique, il est abstrait, il n'est pas là, c'est mieux de ne pas le voir. Et donc, essayer d'enlever ce côté relation soignant-soigné, vous savez, on peut avoir deux attitudes pareilles, mais qui sont, mais dont les causes sous-jacentes sont différentes d'un médecin à un autre. Donc, qu'est-ce qui cherche à éviter ce soignant qui met directement le patient sous exploration de machine au lieu de garder cette relation? Qu'est-ce qu'il cherche à éviter? Donc ça, il faut chercher avec le soignant pourquoi il fait cela. Maintenant, qu'il faudrait éviter, je pense que c'est le cursus de formation qui permet de sensibiliser plus les étudiants pour que ça rentre dans la pratique, à condition que vous ne vous identifiez pas plus tard à vos aînés. Hein. Parce que c'est vrai que dans le milieu médical, il y a autant de médecins qui peuvent avoir de bonnes relations avec les patients, mais autant d'autres qui sont très, très distants. Mais je vous ai dit, la distance, ce n'est pas qu'il n'y a rien qui se passe, hein, et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Autrement, la personne serait tout à fait disposée à agir en tant qu'être humain. Donc, c'est plus la formation, je pense, qui permet d'éviter ces travers de la relation. J'espère que vous allez en tirer profit et que vous allez être différent. Parce que c'est ça qui vous permettra d'être un bon médecin. Ce n'est pas la distance, c'est plus le côté humain qui va vous permettre d'être un bon. En tant que psychologue, vous voyez quel mécanisme appris par le médecin est le meilleur. Il n'y a pas de mécanisme meilleur. Il ne faut pas être déconnecté et coupé de sa vie psychique. Ça, c'est très important. Les mécanismes, ils peuvent tous être fonctionnels, utiles pour une certaine période, mais ils ne doivent pas être exclusifs et répétitifs chez la même personne. C'est-à-dire, on peut utiliser une variété de mécanismes avec souplesse, etc. Ça, c'est très bien. L'essentiel qu'on soit souple dans l'utilisation. Alors, souple dans l'utilisation, un mécanisme par-ci, par-là, une différence. L'essentiel qu'on s'adapte et qu'on gère. Par contre, quand il y a une exclusivité et que tout le temps l'isolation, tout le temps, et tout le temps le clivage, tout le temps, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est coupé, la circulation est coupée avec la vie psychique, et ça, c'est mauvais. Et pour le soignant et pour le patient. Et donc, il faudrait quand même l'éviter. Ce qui serait indiqué serait de reconnaître son vécu et à chaque fois de se regarder. C'est important de faire de l'introspection de temps en temps pour voir un peu comment on est vis-à-vis de l'autre. La meilleure méthode, je connais pas, la meilleure méthode d'annonce, elle est adaptée à chaque patient. Donc, les meilleurs médecins, je pense, du monde pourrait vous dire adapter l'annonce à chaque patient, à sa spécificité, prendre le temps de l'écouter et de laisser s'exprimer. Ça, c'est important. Après, comment intégrer vos éléments à vous, une recette plus efficace que l'autre, ça doit s'adapter à chaque patient. Selon ses besoins, je vous ai dit. Chacun est différent. Il a besoin, parfois, les besoins, c'est plus un déni de la situation et il ne veut pas écouter. Il faudra respecter pour ne pas qu'il y ait effondrement de ses défenses. Donc, et lui laisser le temps de prendre, le temps, etc., d'envisager cette annonce-là
et de l'accepter. Demain, nous allons voir la réaction psychologique au cancer et donc nous pourrons parler un petit peu des processus qui vont suivre l'annonce de la maladie et le processus de la maladie chronique dans le psychisme, le vécu dans le psychisme, et donc nous pourrons parler plus de cette situation. Mais les meilleures méthodes, non. La meilleure méthode, elle s'adapte aux besoins de chaque patient, elle s'adapte à ses caractéristiques propres. D'autres questions? Je vous en prie, merci pour vos questions et votre participation. Demain, nous continuerons avec le cancer et la réaction psychologique au cancer. Bon courage, à demain.